Alors bonjour à tous, je suis Christine Canard, psychologue clinicienne, docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et j'interviens aujourd'hui pour la communauté des communes Le Grésivaudan qui m'a demandé de faire un séminaire sur le sommeil du tout petit. Et donc c'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui pour vous, dans la mesure où de nombreuses familles et même professionnels en fait s'interrogent sur les troubles du sommeil. Donc l'intérêt, l'objectif de ce séminaire est de vraiment comprendre comment fonctionne le sommeil, comment s'organise le sommeil sur 24 heures pour essayer de prévenir et solutionner les troubles du sommeil. Donc pourquoi dort-on ? Eh bien, le sommeil est vraiment un besoin vital. Nous dormons parce que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire au développement, c'est nécessaire à la maturation cérébrale. Pendant le sommeil, eh bien tout se régénère, le système immunitaire se renforce. Vous voyez, j'ai mis un certain nombre de fonctions ici importantes. Le sommeil et l'apprentissage, le sommeil et l'hormone de croissance, enfin l'enfant qui grandit pendant son sommeil, la régulation émotionnelle pendant le sommeil aussi, et les conséquences d'un mauvais sommeil ou d'une restriction de sommeil trop importante. Comment s'organise le sommeil sur 24 heures ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on s'intéresse au sommeil, il ne faut pas s'intéresser qu'à la nuit, évidemment, surtout quand on a des bébés, parce que tout ce qui se passe le jour va avoir un effet sur la nuit, et ce qui se passe la nuit peut avoir des effets sur ce qui se passe le jour. Donc, lorsqu'on regarde l'organisation sur 24 heures, on regarde surtout comment ça se développe en fait de la naissance à l'âge adulte. Et bien sûr, tous les parents qui ont des bébés savent très bien qu'un bébé dort aussi bien la nuit que le jour sur des petites périodes. En revanche, il peut dormir vraiment beaucoup, du coup, si on cumule toutes ces périodes de sommeil, beaucoup sur 24 heures. Les périodes en vert, enfin les dessins en vert sont le sommeil de jour et en bleu sont le sommeil de nuit. Donc ce que l'on voit, c'est que au fur et à mesure que l'on grandit, la période de sommeil de nuit se regroupe, les heures de sommeil de nuit se regroupent peu à peu sur la période nocturne justement, avec encore bien sûr plein de siestes en journée, jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois, enfin voilà. Et petit à petit, les siestes, elles aussi, vont se regrouper sur des périodes plus longues. Pendant la première année, il peut y avoir encore largement 3 siestes, une le matin, une en début d'après-midi, et une toute petite en fin de journée, en fait, qui permet de calmer l'enfant dans cette période forte d'activité de fin de journée et de fatigue finalement accumulée dans la journée. Donc la période de sommeil nocturne s'élargit et les siestes, elles aussi, diminuent dans la journée au fil des années. Alors l'idéal, ce serait de dormir encore en sieste de jour autour de 3 ans, 4 ans, enfin ça va dépendre effectivement si on est gros dormeur ou pas. Aujourd'hui, je vois un peu trop de bébés qui ne dorment plus en journée dès l'âge de 18 mois, 2 ans, et c'est un peu dommage quand on voit toute l'importance du sommeil aussi de sieste pour ces enfants, même quand ils dorment bien la nuit. Et on y reviendra dans la suite, par la suite. Alors, je continue donc. Le rythme veille-sommeil, c'est ce qu'on appelle le plus important des rythmes circadiens. Quand on parle de rythme circadien, c'est que nous sommes dans un rythme en fait qui tourne sur plus ou moins un rythme biologique qui tourne sur plus ou moins 24 heures. Et effectivement, ce rythme circadien, il vient de notre horloge biologique centrale, c'est-à-dire que nous avons au sein de notre cerveau, noyau suprachiasmatique pour pas les nommer, mais c'est une partie du cerveau effectivement où se situe cette horloge en fait qui contrôle directement ou indirectement toutes les grandes fonctions physiologiques que j'ai un peu énumérées ici sur cette figure. En fait, pourquoi c'est important de savoir que c'est un rythme circadien, c'est que qui dit rythme circadien dit plus ou moins 24 heures. Or, notre montre quotidienne, c'est notre journée, elle tourne sur 24 heures pile. Voilà. Donc, il va falloir synchroniser en fait ces rythmes et essayer de faire en sorte que le rythme veille-sommeil en fait se synchronise justement sur notre rythme de 24 heures.
Donc, comme notre horloge biologique fonctionne de façon automatique dans son rythme de plus ou moins 24 heures, on va insister sur certains donneurs de temps que nous appelons donc des facteurs exogènes ou endogènes, donc qui interviennent de façon conjointe pour adapter les rythmes aux conditions environnementales de notre rythme jour-nuit, par exemple. Donc pour se synchroniser sur le rythme jour-nuit, nous avons donc ces fameux donneurs de temps externes ou internes. Alors externe, c'est le premier facteur important externe, c'est l'alternance jour-nuit. Ensuite viennent les rythmes sociaux, c'est-à-dire ce qui va se passer dans la journée avec un éveil actif, très important pour être juste fatigué, pour avoir une pression du sommeil, pour avoir envie de dormir justement. Des heures régulières de lever et de coucher, et on verra que c'est l'heure de lever qui est la plus importante, et des horaires bien sûr de repas réguliers aussi sur 24 heures. Les donneurs de temps internes, c'est toutes ces fonctions biologiques qui sont contrôlées justement par nos horloges biologiques, principales ou secondaires, et si vous regardez cette figure qui permet de voir sur 24 heures justement, donc là nous avons la dimension temporelle sur 24 heures. Là, ce sont les différents facteurs internes. Et les barres bleues correspondent à la période nocturne, ici, à l'intérieur des barres bleues. Et bien sûr, tout le reste, c'est en dehors de la période nocturne, c'est ce qui se passe le jour. Donc, on voit, par exemple, que la température est un facteur, en fait, un donneur de temps important, parce que il synchronise le sommeil en fait sur la période nocturne. Quand tout à coup la température diminue, ça veut dire que c'est le moment d'aller dormir. Il vaut mieux avoir, c'est pour ça qu'on insiste sur la température d'une pièce et d'une chambre un peu froide. Quand on commence à avoir des frissons, c'est effectivement que nous sommes en train d'aborder une période de faible vigilance et que ce serait l'idéal pour aller se coucher. L'hormone de croissance, car je vous ai dit qu'une des fonctions du sommeil, c'était effectivement de permettre à l'enfant de grandir. Eh bien, l'hormone de croissance, effectivement, a son pic de sécrétion, en fait, pendant la première période de nuit, le sommeil lent de début de nuit, dans cette période nocturne. Le cortisol, au contraire, lui, va être sécrété, effectivement, c'est l'hormone du stress, mais en tout cas, c'est aussi une molécule importante qui permet à l'organisme de comprendre qu'il va falloir commencer à se réveiller. Vous voyez, c'est pour ça que c'est sécrété plutôt en fin de nuit. Et la mélatonine, dont on en parlera encore tout à l'heure, elle aussi est sécrétée effectivement pendant la période nocturne et est carrément inhibée par la lumière. Donc c'est quelque chose que l'on va avoir juste pendant cette période nocturne-là. C'est pourquoi quand on parle de ces donneurs de temps, nous savons que le concept de lumière, qui est le rythme jour-nuit le plus important, là que j'ai mis là en premier, et le concept de mélatonine, qui est l'hormone, effectivement la molécule neurotransmetteur, qui est inhibée par la lumière, va signaler l'obscurité au cerveau. Le concept de lumière signale qu'il fait jour, le concept de mélatonine, la sécrétion de mélatonine signale qu'il fait nuit. Ce sont essentiels, effectivement, pour la synchronisation de l'horloge biologique sur le rythme jour-nuit. Quand on s'intéresse au sommeil, nous savons qu'il y a 3 stades de sommeil. 3 stades, en fait, pas 3 stades, mais 3 états de vigilance, on va dire. Ça sera mieux, ça comprend plusieurs stades de sommeil. Le premier, c'est le sommeil paradoxal, qui s'appelle paradoxal. Pourquoi? Parce que nous avons face à nous un sujet totalement détendu. On perd tout notre tonus musculaire quand nous sommes en sommeil paradoxal, dans ce stade-là, quand nous dormons dans ce stade-là de vigilance, avec une activité électrique corticale, au contraire, très intense. Vous voyez, c'est ça le paradoxe, c'est plus de tonus musculaire et une activité électrique très proche de l'éveil, comme on peut le voir ici sur un électroencéphalogramme. Voilà. Quand on s'intéresse au sommeil, on met des électrodes sur la tête et donc des ondes électriques du cerveau permettent de faire la différence entre différents tracés d'électroencéphalographique, d'ailleurs, de ce qui se passe dans le cerveau. Donc pendant le sommeil paradoxal, plus de tonus musculaire, activité électrique corticale intense, des mimiques faciales, on voit le sourire aux anges chez les bébés justement, des mouvements oculaires très très importants, et chez un tout petit bébé, les paupières sont tellement fragiles et fines qu'on a l'impression même qu'il a les yeux ouverts. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de parents pensent que l'enfant ne dort pas alors qu'il est en train de s'endormir en sommeil paradoxal. Des mouvements corporels un peu stéréotypés, alors ça peut être effectivement de sourire comme ça de temps en temps, mais aussi quand on grandit, des clonies, des petits mouvements corporels qui apparaissent pendant ce sommeil paradoxal.
Un pouls et une respiration rapide et irrégulière, donc irrégulier. Ça, c'est tout ce qui caractérise le sommeil paradoxal, tant du point de vue comportemental que du point de vue électroencéphalographie. Le deuxième état de vigilance, c'est un sommeil lent. Un stade de sommeil, le stade de sommeil lent, il peut être plus ou moins profond. Il va commencer par un sommeil lent très léger, profond et très profond. Et pendant le sommeil lent, nous avons au contraire conservé notre tonus musculaire. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on a dormi à point fermé. Donc immobilité totale et une activité électrique très très lente. Donc on le voit sur le dessin ici. On parle de sommeil en ondes lentes. C'est comme si on avait des vagues très très amples avec un pouls, une respiration, eux aussi en fait très très lent et très régulier. On est quasiment obligé chez un nourrisson de mettre la main sur son thorax pour vérifier qu'il respire bien, quoi. Un visage totalement inexpressif, contrairement aux mimiques faciales du sommeil paradoxal. Et enfin, un troisième état de vigilance qui est important quand on s'intéresse au sommeil. On ne peut pas s'intéresser qu'au sommeil. On va s'intéresser aussi aux états d'éveil, avec un éveil calme, avec là aussi des ondes corticales rapides, un pouls régulier, mais le sujet est calme et attentif. On le voit tout au long de la vie, chez des bébés, chez des enfants plus grands, chez des ados et des adultes. Et un éveil agité, avec des pouls rapides et respiration irrégulière. Et là, effectivement, quand on est totalement agité, on est complètement inattentif, on peut crier, on peut pleurer. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a un bébé qui pleure, il faut essayer de le calmer avant de s'adresser à lui, quoi, et d'expliquer les choses. Il est totalement inattentif, pris dans sa colère et dans ses pleurs. Ce qui est très important aussi, qui change de la naissance à l'âge adulte, c'est la durée des cycles de sommeil et l'organisation des stades de sommeil dans ces cycles. Vous voyez, on a l'habitude de représenter le sommeil par ce petit train là, et je trouve c'est très très clair quand on voit comment fonctionne le petit train. On va enchaîner comme ça plusieurs cycles de sommeil toute la nuit selon notre besoin en sommeil de chacun. Si on prend pour commencer un adolescent ou un adulte, ou un enfant plus grand, avec un cycle de sommeil de 2 heures, si l'enfant a besoin de 10 heures de sommeil, ça veut dire qu'il va enchaîner comme ça 5 petits trains à la suite tout au long de sa nuit de 10 heures, d'accord? Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, comme c'est le cas en moyenne chez un adulte, eh bien, on va enchaîner 4 cycles de sommeil. Sauf que, justement, ce qui est important, c'est de voir que les cycles de sommeil changent de durée, en fait, au début de la vie. Ils sont très très courts. Ils sont de 50 minutes environ chez le tout petit. C'est pour ça qu'ils peuvent se réveiller très très vite après 45-50 minutes, justement. Puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, le cycle de sommeil va s'allonger. Okay ? Alors, ce qui change, c'est que un tout petit bébé va s'endormir. Alors, ce qu'on appelle le sommeil agité, c'est pas tant qu'il est agité, c'est qu'il y a aucun critère encéphalographique et polysomnographique en fait qui correspondent à soit du sommeil lent, soit du sommeil paradoxal. C'est ce qui va plutôt devenir et qui s'associe plutôt au sommeil paradoxal, parce que justement on voit ces bébés de 0-6 mois qui s'endorment avec des mimiques faciales, le sourire aux anges, les mouvements oculaires très importants. Et donc un bébé s'endort en sommeil paradoxal. Okay. Et après, ça s'enchaîne avec un sommeil plus calme. Alors qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, et nous tous aussi aujourd'hui, nous nous endormons effectivement en sommeil lent, léger d'abord, on le verra après sur l'autre diapositive, profond ensuite, et un cycle de sommeil se termine toujours par une petite période de sommeil paradoxal. Ce qui est ce qu'on entend très souvent et que je n'aime pas entendre, c'est que c'est normal de se réveiller. Il suffit pas de dire ça, parce qu'évidemment c'est normal d'avoir un micro-réveil à la fin de chaque cycle. D'accord? C'est vraiment un micro-réveil physiologique. Mais c'est pas normal de se réveiller en soi. D'ailleurs, les bons dormeurs ne s'en aperçoivent même pas. Je veux dire, vous dormez toute la nuit, vous vous apercevez même pas que vous avez ce micro-réveil à la fin de chaque cycle d'1h30, 2 heures. On va s'en apercevoir comment? Quand tout à coup, on va avoir un éveil qui nous empêche... un éveil qui va nous obliger de nous réveiller totalement et qui peut-être va nous empêcher de nous rendormir parce qu'on a un souci, on a quelque chose qui s'est passé, on pense à quelque chose d'important, on n'arrive pas à s'endormir. Donc quand on entend dire c'est normal de se réveiller,
Non, parce qu'il y a plein de bébés, d'adultes, d'enfants qui dorment sans se réveiller, d'accord? Hein. Quand on dort bien, on comprend, on n'entend pas ces sommeils-là, ces éveils-là. Par contre, on peut dire que c'est normal d'avoir des micro-réveils, mais ce qui est pas normal, c'est de pas savoir se rendormir tout seul. Et ça, c'est très très bien justement chez les bébés. Et, on va le voir après, bien sûr, c'est le premier trouble du sommeil, de ne pas pouvoir se rendormir tout seul. Mais on sait bien que tout au long de la vie, on a des bonnes raisons parfois de ne pas arriver à se rendormir à cause de quelque chose qui nous préoccupe dans la nuit. Donc vous voyez, ça arrive effectivement à la fin d'un cycle de sommeil. Donc quand on regarde, alors là je vais prendre du temps pour expliquer le graphique, mais quand on vous enregistre, quand vous allez dans le centre de santé, quand vous allez enregistrer votre sommeil pour X et X raisons, bon nous c'est comme ça qu'on a étudié le sommeil chez l'enfant dans mon laboratoire, hein, à l'INSERM, donc on vous met des électrodes, et alors c'est pas du tout cette image-là, hein, ça c'est romancé j'allais dire, parce que normalement vous avez vraiment un bonnet sur la tête avec beaucoup d'électrodes, des électrodes effectivement autour des yeux pour les mouvements oculaires et sur le menton pour les mimiques faciales, etc., etc. Et donc on vous enregistre sur toute une nuit. Donc là on a mis 0 heure, 7 heures, mais ça pourrait être 20 heures, 8 heures, enfin, etc., etc. C'est juste pour comprendre que le bleu c'est l'éveil, donc vous êtes éveillé. Vous vous endormez ensuite en sommeil lent, très léger, le stade 1, hein, c'est vraiment la transition entre l'éveil et le sommeil. On entend encore tout ce qui se passe dans la maison. Voilà. Puis en plus, un sommeil lent plus léger, encore léger, mais moins léger, bien sûr. On commence à appesantir. C'est le stade 2 orange. Et après, on s'endort de plus en plus profondément. Donc là, on est en sommeil lent profond. Il peut même y avoir un stade 4, stade 3 et 4 qui correspondent à ce sommeil lent profond et très profond. Et ce qui est important, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fin de chaque cycle de sommeil, vous avez effectivement une petite période de sommeil paradoxal. Ok, donc on est là sur le orange foncé. Et quand on regarde comment ça évolue tout au long de la nuit, et ça c'est quelle que soit l'heure où vous vous couchez, 20h, 22h, 23h, minuit, 2h du matin, dans l'idéal, vous avez effectivement un dessin qui ressemble à ça. Ok, c'est-à-dire que la première partie de sommeil, quelle que soit l'heure où on se couche, est riche, particulièrement riche en sommeil lent profond. C'est pour ça d'ailleurs que ça, c'est assez stable la première partie du sommeil, alors qu'effectivement après, quand on bascule dans la deuxième partie du sommeil, eh bien nous avons un sommeil lent qui s'allège, d'accord, on revient sur le stade 2 là, un sommeil lent qui s'allège, même ça peut être des sommeils très très légers, hein, voilà, et en revanche, des périodes de sommeil paradoxal qui s'allongent. Donc la deuxième partie de nuit, en fait, est essentielle en fait pour avoir ce stade de sommeil paradoxal qui est très important pour plein de choses, hein, qui renvoie justement le sommeil paradoxal, c'est le sommeil du rêve, c'est le sommeil des mauvais rêves aussi. C'est là qu'on se réveille quand on a des cauchemars, par exemple. Mais c'est très important pour tout ce qui est des apprentissages complexes, pour la régulation émotionnelle, pour revisiter un petit peu ce qui s'est passé en journée. Voilà, donc le sommeil paradoxal est très important. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, si considérez que c'est de votre sommeil que je parle et puis on l'appliquera après au tout petit. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous vous couchez très très tard et que à cause de votre réveil du matin pour aller bosser, pour aller à l'école, pour aller ce que vous voulez, pour s'occuper ou parce que vous êtes réveillé par votre bébé, eh bien vous allez raccourcir votre temps de sommeil total, hein, raccourcir le temps de sommeil total. Ça veut dire peut-être que vous allez vous réveiller au bout de 4-5 heures seulement, alors que vous avez besoin de 8 heures de sommeil, et que vous allez supprimer toute cette dernière partie de sommeil avec une période de sommeil paradoxal très importante. D'accord. Donc, il est important de savoir combien on a besoin de sommeil, combien votre enfant a besoin de sommeil total, pour calculer un petit peu justement les heures dans la nuit et sur le jour aussi. Parce que quand un bébé a besoin de 16 heures de sommeil, évidemment que c'est pas que sur la nuit que ça se passe, mais aussi sur le jour. Quand un bébé ou un enfant va supprimer sa sieste en journée, eh bien il va falloir peut-être les coucher plus tôt, on va le voir plus tard aussi. Voilà. Donc pour X raisons, donc ça c'est un dessin simplifié de ce que je viens de vous montrer juste avant. Vous voyez, on retrouve l'éveil, la période d'éveil. Hop, on s'endort en sommeil lent, léger, très léger et léger. Après en sommeil lent profond, là on a les périodes de sommeil profond. Le petit cycle de sommeil paradoxal à la fin de chaque cycle qui s'allonge tout au long de la nuit. Mais dans ce dessin-là, j'ai introduit les différents troubles du sommeil.
Alors au début, nous pouvons avoir des enfants. Alors hallucination hypnagogique, c'est plus autour de 3-4 ans. Vous savez, quand ils commencent à avoir des monstres dans les placards, des monstres sous le lit. Voilà, c'est vraiment des images mentales qui apparaissent parce que ils commencent à avoir beaucoup d'images mentales dans leur tête, les histoires que l'on raconte, ce qui se passe à la crèche ou à l'école quand ils commencent l'école, etc., etc. Et il y en a certains aussi qui peuvent avoir besoin comme ça de se balancer, de se bercer, de se taper la tête contre les murs, parfois aussi. Hein. C'est certaines, ça permet d'avoir des rythmes dans sa tête en fait qui lui permettent de s'endormir facilement. D'autres vont avoir un gros problème d'endormissement, c'est-à-dire que vous pouvez, et on va voir sur les diapositives suivantes, hein, problème d'endormissement important, c'est-à-dire que la période d'éveil se rallonge malheureusement avec un gamin qui n'arrive pas à s'endormir. Ensuite, on est dans cette période de sommeil lent, voilà, profond, et selon les cas de figure, et j'en reparlerai après aussi, je développerai tous les troubles du sommeil après, vous avez ce qu'on appelle des parasomnies, c'est-à-dire ça renvoie au terror nocturne, des gamins qui tout à coup, au bout d'une heure et demie d'endormissement, vont se dresser sur leur lit, vont crier, vont rougir, vont avoir un rythme cardiaque très important, voilà, et les yeux grands ouverts. Donc c'est terrorisant plus pour celui qui regarde, parce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle, nous, une activité d'éveil. Donc c'est pour ça que j'ai fait un pic là, qui monte jusqu'à l'éveil. Une activité d'éveil en ondes lentes. Parce que c'est du sommeil profond, et l'enfant est vraiment en train de dormir, il ne se rend même pas compte. C'est comme le somnambule, justement, c'est le même phénomène. Le somnambule, il est en train de balader dans sa maison, là, et il ne se rend pas compte, parce qu'il dort profondément. Et c'est un peu paradoxal aussi, d'ailleurs, cette histoire de savoir que l'on peut marcher, tout ça. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, justement, c'est parce que pendant le sommeil lent, en fait, on garde notre tonus musculaire. Donc c'est pour ça qu'on peut se redresser sur notre lit, on peut marcher, on peut parler, hein, il y en a beaucoup qui parlent aussi à ce moment-là. Il y a aussi l'histoire d'énurésie, donc pipi au lit, mais ça peut arriver aussi dans les transitions veille-sommeil à la fin d'un sommeil paradoxal. On verra dans chaque fin de cycle aussi, on peut le voir tout au long de la nuit, mais ça arrive aussi très souvent dans cette période-là. Ensuite, ce qu'on appelle l'insomnie, normalement, ça renvoie à n'importe quelle raison de raccourcir son temps de sommeil total. Donc ça peut être à cause d'un problème d'endormissement, à cause d'un éveil trop précoce, mais très souvent on associe insomnie à des éveils effectivement pendant la nuit, des périodes d'éveil pendant la nuit. Donc ça va arriver plus tôt, comme je vous le disais, quand le sommeil commence à s'alléger en deuxième partie de nuit, quand on a tout à coup des pensées intrusives, le besoin d'aller regarder son téléphone, enfin, etc. Tout ça qui permet d'avoir des éveils un peu plus longs, ou chez les enfants plus jeunes, tout à coup des souffrances, hein, comme une otite qui pourrait faire mal, des problèmes gastriques, etc., etc. Et enfin, dans ce sommeil paradoxal de deuxième partie de nuit, nous faisons des cauchemars. Donc c'est complètement différent des terreurs nocturnes de début de nuit. Le cauchemar, c'est un gamin qui va se réveiller. Là, vous voyez bien qu'il est réveillé. Alors même s'il est en confusion totale à cause de son cauchemar et qu'il pleure et tout ça, il peut vous raconter ce qui s'est passé. D'accord ? Alors que terreur nocturne, certes, il peut parler, mais il se rappellera pas du tout ce qu'il est en train. Enfin, le matin, il se rappelle pas du tout qu'il a parlé. Et ensuite, ça peut être complètement incompréhensible pour vous aussi, quoi. Donc totalement différent, le trouble du sommeil de début de nuit, vous voyez, pendant le sommeil profond de début de nuit, qui arrive à 1 heure et demie après l'endormissement, donc les parasomnies, et les cauchemars qui arrivent plutôt en fin de nuit. Vous voyez, c'est comme ça que nous, on peut repérer en fait la différence entre les troubles du sommeil. Ce qu'on appelle paralysie du réveil, j'en parle, je le mets toujours sur la diapositive, mais ça considère vraiment, ça correspond plutôt à des enfants très grands ou des jeunes adultes ou des adultes en fait. C'est parce que comme on se réveille toujours à la fin, on se réveille toujours. Si vous dormez naturellement sans réveil pour vous réveiller, en fait, vous allez vous réveiller naturellement à la fin d'un cycle de sommeil, ces fameux micro-réveils là. Et la paralysie du réveil, c'est quand tout à coup le cerveau est en train effectivement de se réveiller, d'accord, voilà, donc les yeux grands ouverts, on commence à penser, on commence à voir ce qui se passe autour de nous, mais nous sommes encore quand même dans ce sommeil paradoxal sans tonus musculaire. Et c'est pour ça qu'on est complètement paralysé et ça peut faire peur, donc il vaut mieux savoir que c'est banal, j'allais dire, voilà, parce que ça arrive effectivement dans cette transition en fait de fin de nuit et d'éveil du matin, quoi. Alors, d'où viennent les troubles du sommeil? On va un peu développer tous ces troubles du sommeil. Les problèmes d'endormissement sont très fortement liés à l'environnement chez les tout petits.
C'est vraiment le trouble le plus fréquent chez les moins de 3 ans. C'est lorsque l'enfant âgé de 12 à 24 mois met plus de 30 minutes à s'endormir ou plus de 20 minutes après 2 ans, hein, exige la présence des parents plus de 2 fois par soir à l'âge de 12 à 24 mois ou supérieur une fois après 2 ans. Je peux vous dire que ça arrive beaucoup plus d'une fois en général, hein, c'est plusieurs fois, c'est parfois tous les soirs évidemment. Ne sait pas s'endormir sans biberon au sein, sans être bercé, sans être promené en voiture ou en poussette, sans être couché contre ses parents. Voilà, donc ça c'est des problèmes d'endormissement qui arrivent très très souvent. 40 à 60% aussi des enfants se réveillent dans la nuit du coup à 18 mois et 20% d'entre eux se réveillent plusieurs fois chaque nuit sans savoir se rendormir seuls. Et bien ces éveils nocturnes qui peuvent être très fréquents mais très courts en fait renvoient et surviennent justement dans la nuit à cause de ces problèmes d'endormissement de début de nuit. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que quand on regarde le petit train, le premier endormissement, c'est la locomotive, d'accord? Eh bien, quand vous êtes dans la nuit, à la fin de chaque cycle, il y a ce fameux micro-réveil. Si un enfant a été conditionné au biberon, au bercement, à la musique, à la poussette, à son parent collé contre lui, comme beaucoup de cododos le font en général, voilà, eh bien, il va réclamer ces mêmes conditions d'endormissement, en fait, à la fin de ces fameux micro-réveils physiologiques normaux. D'accord ? Un bon dormeur ne s'en aperçoit pas. Si au contraire il se passe plein de choses dans la locomotive, là, au début de nuit, voilà, avant de prendre ce petit train, eh bien, le bébé, ce qui est normal, il a été conditionné, va essayer de réclamer ou réclame sans cesse, en fait, les conditions de ce premier endormissement. Oui, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionne le petit train du sommeil. Alors évidemment, des problèmes d'endormissement peuvent être dus à d'autres facteurs, les contraintes horaires de la vie sociale d'une famille, les contraintes horaires du travail justement, mais aussi le froid, la chaleur. Alors on dit qu'il faut une température pas trop élevée dans la chambre, mais il faut pas non plus avoir très froid, hein, voilà. Trop de chaleur, hein, voilà, nuit à l'endormissement. Le bruit évidemment, l'hyperstimulation, soit au moment du coucher, soit pendant l'endormissement aussi, avec enfin, soit avant le coucher, soit pendant le coucher, avec toutes ces diffusions d'images sur les plafonds, les mobiles, la musique, enfin tout ce que le marketing a compris en fait, que ça pouvait intéresser des parents démunis par rapport à des endormissements, quoi. Le partage de la chambre avec des parents, le cododo, ça crée énormément de troubles du sommeil, même si je suis d'accord et je suis consciente que l'Organisation mondiale de la santé préconise le cododo. C'est malheureux parce que ça crée vraiment des troubles du sommeil dans les familles. Alors, le partage de la chambre un peu moins quand même, et surtout dans les 0-6 mois évidemment, parce que le lit sera un peu éloigné et pas du tout un bébé qui est contre vous, là, tout près de vous, et qu'il est facile de prendre très rapidement, en fait, dès le moindre chouinement, quoi. En fait, le cododo, ça empêche tout le monde de dormir. Parce que vous êtes bien conscient qu'un bébé, ça fait du bruit. Même quand il s'éveille pas, même quand il n'est pas réveillé et qu'il n'est pas agité, hein, c'est des bruits de sommeil, en fait, naturels chez un bébé. Un autre facteur, ça peut être l'angoisse séparation, bien sûr. Tous ces facteurs sont à prendre en compte lors d'un trouble du sommeil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner de recette. Une consultation pour trouble du sommeil, ça dure facilement 1h30. Hein. On essaie de comprendre comment fonctionne tout ça et pour quelles raisons, en fait, un parent va mettre en place tous ces conditionnements, en fait, avec de bonnes intentions au départ, mais qui empêchent vraiment l'enfant de s'endormir tout seul. Les éveils nocturnes liés aux prises alimentaires, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important qu'on allaite maternellement, enfin voilà, naturellement, ou qu'on ait une alimentation, un allaitement artificiel, hein, voilà. Et bien que l'allaitement soit de courte durée ou jusqu'à 2 ans, hein, ceux qui sont pro-allaitement, ils peuvent très bien allaiter pendant longtemps, pour peu que l'alimentation soit diversifiée à partir de 4 mois. 4-5 mois, eh bien, si l'allaitement maternel se fait à la demande, il faut vraiment essayer de respecter un intervalle de 2 heures entre les tétées, 6 à 7 tétées sur 24 heures au début, pour arriver à 5 tétées par jour, et plus du tout la nuit, autour de 3-4 mois, on en est loin.
On en est loin. On voit vraiment des bébés qui sont suralimentés et qui d'ailleurs sont en surpoids. Hein. Tendance des parents est de trop alimenter le bébé parce que justement, c'est très facile de penser que dès qu'il appelle, hop, on le prend avec nous et on donne le sein. Alors je dis pas qu'il faut arrêter toujours de façon draconienne. Le sein est aussi un moyen effectivement de se rassurer et de sécuriser un bébé. Mais si on le fait systématiquement, eh bien, on risque effectivement de conditionner, de faire croire au bébé qu'il a besoin du sein pour s'endormir. C'est exactement pareil avec la sucette. D'accord ? Je le dis maintenant pendant que j'y pense. La sucette, si vous mettez systématiquement la sucette dans la bouche d'un bébé en fait qui se réveille la nuit, il va croire qu'il a besoin de s'endormir avec cette sucette. Or, si vous regardez bien, c'est une question de bon sens. Si vous regardez bien, il y a plein d'enfants qui ont des sucettes, des tétines, qui dorment très bien. Voilà. Il y en a d'autres qui vont peut-être réclamer certaines nuits et pas d'autres nuits, d'accord ? Et pourquoi ils ont perdu cette sucette ? Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les diapositives précédentes, c'est qu'un cycle de sommeil se termine par une période de sommeil paradoxal où on perd tout notre tonus musculaire. Donc la sucette, de toute façon, quoi que vous fassiez, elle va tomber. D'accord, à la fin de chaque cycle. Donc, si un bébé a un cycle de 50 minutes, de 70 minutes, eh bien, cette sucette, elle va tomber toutes les 50, 70 minutes. Et si vous allez chaque fois le voir et vous lui remettez systématiquement la sucette, évidemment, ça va le calmer tout de suite, mais ça va lui faire comprendre, effectivement, qu'il a besoin de cette sucette pour se rendormir. Et là, vous avez créé un conditionnement à la sucette, à la tétine, au sein, au biberon, tout ce qui peut exister en fait après quand on commence à allaiter aussi des gamins au biberon et qu'on donne beaucoup trop de biberon dans la nuit aussi alors que l'enfant n'a pas faim, quoi. Donc on parle d'excès de liquide alimentaire lorsque la quantité de liquide nocturne ingéré, que ce soit de l'eau, du lait ou du sirop, dépasse 200 ml par nuit. Ok. Alors évidemment, je parle pas des enfants, des petits bébés, des petits pois de naissance qui ont besoin évidemment de s'alimenter, mais ça c'est une question médicale et ça c'est à discuter avec le médecin évidemment. Je parle de ces gamins qui n'ont aucun problème de leur courbe de poids et de taille et qui n'ont pas besoin effectivement d'être nourris comme ça la nuit. Donc le bébé se réveille car il a été conditionné à la prise alimentaire et le déconditionnement est assez facile, hein. Vous allez diminuer petit à petit effectivement les quantités de biberons par exemple, enlever le chocolat s'il y a du chocolat en plus, le rendre de plus en plus inattractif, j'allais dire, hein, ce biberon, pour que petit à petit l'enfant n'ait plus envie n'ait plus besoin d'en prendre. Hein. Au niveau de l'allaitement, c'est pareil. C'est vrai que la facilité, c'est de faire à la demande et de donner le sein quand on veut, quand on peut. Enfin voilà, c'est très facile. Mais il faudrait petit à petit, une fois que l'enfant grandit, considérer que, catégoriser finalement les différentes façons de donner le sein. C'est-à-dire que si c'est un allaitement, eh bien, il faut que ce soit considéré comme des repas. Et donc, il faut que ça se distingue effectivement de cet allaitement confort, en fait, qui permet de calmer un bébé. C'est pour ça qu'on dit bien de garder des intervalles, de considérer que c'est des repas, de le distinguer aussi de l'endormissement. Alors bien sûr, un bébé s'endort très facilement au sein, donc il faut attendre un petit peu qu'il grandisse pour distinguer le coucher de l'éveil. Mais c'est important de faire la différence entre des allaitements repas, nourriciers, et des allaitements confort. Ensuite, un des facteurs donc de troubles du sommeil, c'est l'absence de mise en place du rythme jour-nuit, justement, chez des enfants qui ont des difficultés de sommeil. La mauvaise organisation du sommeil nocturne peut être liée à une mauvaise organisation des siestes ou encore à sa suppression beaucoup trop rapide, ce que je vois un peu trop d'ailleurs, moi en consultation, parce que le sommeil appelle le sommeil. Un bébé, un enfant jusqu'à 3 ans, il a vraiment besoin de dormir pour un bon développement déjà, pour sa santé et puis pour avoir un bon sommeil. Donc là, c'est les dessins de Laurent Courtois qui était un graphiste de Grenoble. Pourquoi tu ne dors pas ? Quand je dors de 15 à 17 heures, le soir, j'ai pas sommeil. Et c'est vrai que il faut vraiment être, pas psychorigide, mais en tout cas faire attention effectivement aux horaires de sieste de jour. Et seul l'agenda de sommeil qui va être rempli jour et nuit peut le montrer. Je vous donne un exemple. Voilà un petit agenda de sommeil rempli jusqu'à l'âge de 10 mois. Voyez. Donc je vous demande
en général, de mettre les heures de coucher par une flèche, les heures de repas ou de biberon, les heures d'allaitement maternel aussi, vous pouvez mettre repas, quoi, voilà, ou sein, enfin, vous mettez les lettres que vous voulez. Et après, en fluo, vous coloriez les périodes où l'enfant s'est endormi. Alors, regardez pas à la minute près, hein, mais où l'enfant s'est endormi, en tout cas, la dernière environ. Et puis, les biberons dans la nuit, voilà. Et les éveils du matin avec la flèche vers le haut, ok. Et tout ce que vous mettez, tout ce que vous voulez mettre comme observation, effectivement, dans cette colonne-ci. Là, par exemple, il a été malade, ce gamin, vomir et tout ça, donc c'est évident que là, il y a eu une grosse période d'éveil nocturne, la fameuse insomnie, là, de nuit, qui vraiment démunit tous les parents parce que l'enfant est éveillé, pleure beaucoup, ou au contraire, si on l'a pris sur soi, il s'arrête de pleurer, mais quand même, il reste réveillé, on a du mal à le rendormir, quand même. Et en fait, ce que l'on voit, regardez, c'est à la fois des éveils du matin qui sont un peu déséquilibrés, j'allais dire, voilà, en tout cas pas réguliers, et des siestes dans la journée non régulières non plus. Et en fait, quand on travaille en consultation autour d'un agenda de sommeil, on va commencer à régulariser les heures du matin, d'accord, et pas les heures du soir. Régulariser les heures du matin pour régulariser les siestes dans la journée. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est du bon sens. Si vous vous réveillez, ou quand on regarde des adolescents, hein, si vous vous réveillez à midi, vous n'allez pas avoir sommeil à 22h le soir, quoi. Si on se réveille à 5-6 heures le matin, 7 heures le matin, enfin si on est vraiment du matin, eh bien effectivement on va sentir la fatigue de sommeil le soir. Chez un enfant qui a encore besoin de dormir le jour, jusqu'à donc 3 ans, 4 ans, 2 ans et demi peut-être, ça peut commencer à 2 ans et demi, l'arrêt de la sieste, pourquoi pas pour certains enfants, mais dans ce cas-là il faudra vraiment les coucher tôt. Eh bien, et puis on le voit avec l'agenda de sommeil d'ailleurs, ça aussi. Eh bien, si vous les réveillez le matin, vous allez voir effectivement que là voilà, cet enfant qui s'est levé à 8 heures du matin ou à 7h30 du matin, il va faire sa sieste du matin. Alors soit celle-ci qui est bien aussi, hein, voilà, entre 10h et 10h15, enfin midi, voilà, enfin 11h30. Et ou celle-là, là, qui est du matin aussi, qui permet de faire une sieste d'après-midi un peu plus longue. Voilà. Sauf que parfois celle-ci est beaucoup trop longue parce qu'elle remplace justement l'insomnie de la nuit, vous voyez. Donc c'est tout ça qu'on va regarder là. Il y a je vous ai mis un agenda vierge à la fin de diaporama. Essayez de remplir cet agenda parce que vous-même vous allez vous apercevoir de pas mal de choses qui dont vous vous apercevez pas. Parfois on a l'impression que notre enfant n'a rien dormi alors que finalement dès qu'il se rendort tout de suite là après avoir retrouver les conditions de son endormissement, c'est très très court, donc c'est vous qui avez du mal à vous endormir, mais l'enfant a bien dormi. Il faut juste travailler sur le déconditionnement, d'accord, voilà. Et puis ensuite, on va travailler sur les heures de sieste. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui ont posé des questions autour des éveils précoces. Alors ça, c'est très subjectif aussi, parce que c'est vrai qu'un bébé qui va se réveiller à 6 heures du matin, ça peut être tout à fait normal quand on a fait déjà une bonne nuit de sommeil, d'accord, voilà. L'enfant a moins besoin de dormir que ce que l'on pense, mais si vous n'êtes pas du tout du matin et encore moins un réveil à 6 heures du matin, c'est vrai que vous allez considérer ça comme un éveil précoce. D'accord, voilà. Si vous avez besoin de dormir effectivement jusqu'à 8h30, 9h, mais évidemment ça va presque être même un éveil nocturne. D'accord, voilà. Parce que cet enfant va se réveiller, vous allez lui redonner un biberon et il va peut-être se rendormir. Alors ça facilite peut-être les choses quand on est parent, qui ne sont pas du matin, mais c'est considéré comme un éveil nocturne, donc il faut faire attention à ça. Un éveil précoce, c'est des gamins qui n'arrivent pas trop à s'endormir, donc il faut jouer là aussi sur les heures de coucher. On va voir si en reculant peut-être son heure du coucher, il va pas, alors pas trop quand même, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'il soit complètement excité, parce que parfois c'est qu'il s'est mal endormi le soir justement. Hein. Donc c'est vraiment un juste milieu, il n'y a pas de recette, il faut tâtonner aussi là pour savoir la meilleure heure, à quelle heure le meilleur train est à prendre pour votre enfant. Il peut être petit dormeur et se coucher trop tôt, voilà, mais ça c'est quand même quand il a dépassé la première année quand même. Hein. Il s'est endormi d'épuisement en hurlant, donc il n'a pas pris le bon petit train en marche, et donc il a dû avoir un sommeil non récupérateur avec des micro-réveils importants et d'ailleurs des éveils nocturnes importants, plus cet éveil précoce. Il a pris l'habitude de prendre un repas à 5h, 6h du matin, parce que pour vous, c'était pas un éveil normal, voilà. Bon, 5h, c'est vrai que c'est tôt pour tout le monde,
Mais ça lui fait penser effectivement que c'est la fin de la nuit et il ne veut plus se rendormir. Vous voyez, c'est pour ça que les donneurs de temps sont très importants dans le rythme jour-nuit pour faire comprendre la différence entre le jour et la nuit chez des enfants. Y a un appareil qui est assez sympa quand même, hein, qui permet effectivement de donner une couleur, vous savez, pour montrer à un enfant que c'est la nuit, voilà. Donc tu dois te rendormir, mais là ça va être, on n'allume pas du tout, on donne pas de biberon, on donne pas de sein, on donne rien du tout. On dit tu vas te rendormir, tu t'apaises, voilà. On met la main sur le thorax et on habitue l'enfant à comprendre que quand il voit cette lumière, alors je sais plus quelle couleur c'est, hein, c'est la nuit, et quand tout à coup c'est jaune, c'est le soleil, c'est le jour, donc là effectivement il peut se lever. Il est d'ailleurs pas obligé, selon l'âge de l'enfant, hein, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il est pas obligé de réveiller toute la maison, quoi. Il faut juste lui faire comprendre qu'il a le droit de se réveiller tôt s'il a envie, mais qu'il faut qu'il reste calme dans sa chambre. Alors il y a aussi des parents qui ont posé comme question d'un trouble, enfin pas un trouble du sommeil, mais un problème de sommeil après avoir bien dormi jusqu'à 1 an par exemple, ou même 3 ans. Donc, c'est des bébés, tout à coup des enfants qui vont se mettre à mal dormir. Hein. Bon ben ça, il y a plein de raisons. Le sommeil est très fragile en fait, hein, quand même, quand on y pense. Il y en a qui vont dormir dans toutes les conditions possibles, imaginables, avoir un bon sommeil sécurisant, etc. Et puis ça se poser jamais de questions. Puis il y en a d'autres qui vont être sensibles à pas mal de choses. Ça peut être la reprise du travail de la mère ou du père. Ça peut être l'apprentissage de la marche, l'apprentissage de la propreté, l'entrée en halte garnir, l'école maternelle, un mode de garde trop multiple. L'enfant tout à coup est complètement perdu, il manque de repères. Un séjour chez des grands-parents, un séjour chez des amis, voilà, qui vont changer son rythme. Ne serait-ce que dans le week-end ou dans certains jours de la semaine, et qui peut perturber les autres rythmes de la semaine. Une pathologie bien sûr transitoire, et surtout quand il y a une hospitalisation, la naissance d'un autre enfant, évidemment, d'un déménagement, d'une peur, ça peut être les tonnerres, les orages, voilà, ou un incendie, une séparation des parents, l'affirmation de soi avec une période d'opposition. Il y a beaucoup de facteurs, mais en fait, c'est surtout que, là je les ai énumérés, mais ce que je voudrais pas, c'est que vous ayez aussi peur que vos enfants, parce que très souvent, c'est basé sur des croyances aussi. Mais moi aussi, j'avais peur de l'orage. Mais moi aussi, j'arrivais pas à m'endormir. Mais moi aussi, j'ai été difficile à la naissance de mon petit frère et de ma petite sœur. Vous voyez, c'est des histoires, ça, qui sont passées, et c'est votre histoire personnelle. Et là, il faut vraiment arrêter de toujours tout interpréter, parce qu'en fait, c'est une interprétation, hein. Vous pouvez très bien dire à votre gamin, mais non, ça y est, c'est bon, quoi. Et puis être convaincu qu'il a besoin de dormir, et que c'est pas parce qu'il y a l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur que il va moins avoir besoin de dormir. Et c'est pas une question d'envie, c'est une question de besoin. Donc on va bien sûr en parler de tout ça, mais pas obligatoirement se dire c'est parce qu'il est malade, c'est parce que j'ai repris le boulot, c'est parce que si, c'est parce que ça, parce que là, alors pendant les 3 premières années ou plus, vous avez toujours une bonne raison, hein, de penser que votre enfant a de bonnes raisons justement de ne pas s'endormir. Donc il faut faire attention à ça, il faut trouver le juste milieu pour tout ça. Donc le problème d'endormissement dû à des pensées parasites, ça c'est dormir, évidemment, c'est se séparer. On va pas le nier, évidemment, c'est se séparer. C'est pour ça qu'il y en a qui ont du mal à mettre leur enfant dans une autre chambre d'ailleurs. Hein. Et pour dormir, et ça c'est tout au long de notre vie, hein, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir en sécurité pour s'endormir tout seul et pour rester seul dans sa chambre justement entre le coucher et l'endormissement. Donc pour les bébés, c'est plutôt aux parents d'apprendre à se séparer, quelle que soit la raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut en parler parce que vous avez du mal à effectivement vous séparer de cet enfant. Vous avez peur de ce qui pourrait se passer, de ne pas l'entendre si vous le couchez dans une autre pièce, etc., etc. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas croire que l'enfant a peur, qu'il n'a pas sommeil, qu'il a besoin de vous, qu'il a toujours faim, qu'il a mal quelque part. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. C'est pour ça qu'il faut effectivement prendre le temps de regarder tout ça. Donc demandez-vous surtout si ce n'est pas vos propres croyances, et puis après tout, vous avez le droit d'avoir des peurs. Hein. Ne vous jugez pas de façon malveillante, ne culpabilisez pas non plus. Déconstruisez aussi pas mal de mythes. Hein. Voilà, ça se travaille. Parce qu'à force de le penser, ben, vous finissez par le croire, hein. À force de penser qu'il a peur, qu'il n'a pas sommeil, qu'il a besoin de vous, vous finissez par le croire. Et là, j'ai tiré cette phrase d'un livre policier tout bête, mais c'est l'inspecteur qui dit,
à son équipe, ne croyez pas tout ce que vous pensez, justement. Il nous faut des preuves pour enfin penser que c'est lui le criminel ou pas. Bon ben là c'est pareil. Il faut attendre d'avoir des preuves, il faut tâtonner, comprendre ce qui se passe, remplir l'agenda de sommeil pour distinguer votre histoire personnelle, vos propres peurs de ce qui peut se passer dans la tête de votre enfant qui lui, à la naissance, il s'est pas dit je vais sûrement avoir besoin de mes parents pour dormir. Ah mais je vais sûrement avoir besoin de la lumière ou de la musique. Non, c'est justement pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Donc il faut essayer effectivement de contrôler vos propres peurs. Les problèmes d'endormissement, évidemment, dus à l'usage des écrans, parce que alors ça c'est vraiment le problème de l'actualité d'aujourd'hui, avec toute cette société du numérique et voilà. Donc l'usage des écrans, retard d'endormissement, ça c'est sûr, entraîne de nombreux éveils nocturnes. Alors évidemment, du fait de l'excitation que ça entraîne, si vous mettez une télé dans la pièce d'un enfant, obligatoirement, il va s'arrêter, il va regarder, il va être subjugué, attiré, ou même si tout à coup vous mettez votre téléphone, il va tout à coup s'arrêter de pleurer d'ailleurs, et puis regarder cet écran avec les yeux grands ouverts. Ça, c'est dès la naissance, tout au long de la vie. Donc il y a une excitation parce qu'on est attiré comme ça par l'écran, que ce soit ludique, intellectuel, après chez des cas même plus grands bien sûr, les tensions dues à la violence, certaines images, mais aussi à des mouvements très très rapides, beaucoup trop rapides, hein, on se rend pas compte. Il y a beaucoup de petites vidéos en fait qui sont trop rapides pour le cerveau d'un petit, donc ça fait de l'excitation en fait, ça, une hyperstimulation au niveau du cerveau qui suit plus, hein, les neurones n'arrivent plus à suivre, là, ou bien sûr des jeux vidéo plus tard. Et le deuxième facteur qui retarde l'endormissement, c'est la lumière bleue, dont on entend quand même souvent parler maintenant aujourd'hui. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette lumière bleue? Ça veut dire effectivement que c'est quelque chose qui active 100 fois plus que la lumière blanche tous les récepteurs photosensibles non visuels. En fait, c'est vraiment tout ce qui se passe du côté de la région visuelle. Et dans la mesure où ça indique au cerveau, enfin dans la mesure où c'est une lumière blanche très très forte, ça indique au cerveau qu'il fait jour, du coup, hein, c'est comme une journée pleine de soleil. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, si ça indique au cerveau effectivement qu'il fait jour, eh bien ça empêche la sécrétion de la mélatonine qui est inhibée par la lumière. Okay. Or cette lumière bleue, c'est vraiment quelque chose de délétère. Vous voyez, quand on regarde le bandeau de la lumière, eh bien vous avez tout le monde sait que les ultraviolets, les UV, sont nocifs pour la santé. Donc, mais c'est non visible, mais on va se protéger en se mettant de la crème sur le visage quand on va au soleil. La lumière bleue, c'est celle qui vient juste après. Et on banalise un peu trop cette histoire de lumière bleue chez les écrans, alors que c'est vraiment nocif aussi, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, alors évidemment, la lumière qui est bénéfique, c'est celle que l'on met quand on filtre nos écrans. Hein, vous voyez, orange, jaune, rouge, voilà, c'est des lumières effectivement bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles sont pas aussi intenses et qui dépensent pas autant d'énergie pour être visibles, parce que c'est effectivement des lumières qui sont fortement visibles par rapport à la lumière bleue qui va commencer certes à être visible, mais qui demande beaucoup d'énergie pour être visible. Et donc c'est pour ça que ça crée un problème d'endormissement, parce que ça va pas permettre de sécréter cette fameuse mélatonine. Ok ? Donc c'est pas tant la lumière bleue que le contenu de ce que l'on regarde qui est le plus éveillant. Si vous mettez des enfants sur des écrans, devant des baby relax, ça existe, ça, moi, c'est un peu catastrophique. Hein. Je vois tout ce qui existe maintenant dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, parce que ça permet de calmer un bébé tout de suite. C'est évident que si vous mettez un bébé, un enfant, un ado, tout le monde, là, ils vont être attirés par ce qui se passe, par le mouvement, par l'image. Ça attire l'attention de tout un chacun. Hein. Et donc, ça permet effectivement de détourner la colère du bébé à l'endormissement, quoi. Pour vous convaincre de ne pas laisser des bébés devant un écran, j'ai trouvé ce dernier article-là de 2021. Alors, c'est sur des bébés chinois parce que c'est une étude très très longue et sur des gros effectifs, mais on a les mêmes résultats chez des enfants français et dans tous les pays, d'accord ? Parce que il y a eu des recommandations des académies de pédiatrie, et les recommandations, c'est un temps d'écran supérieur à 0 heure par jour. C'est déjà élevé entre 0 et 6 mois. D'accord, ça veut dire que dès les premières minutes que vous laissez votre enfant de moins de 6 mois devant un écran, c'est un temps d'écran déjà élevé. Un temps d'écran supérieur à 2 heures par jour est considéré comme élevé à l'âge de 2 ans et demi et à 4 ans. Voilà.
Donc là aussi, il faut être vigilant. 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup, mais c'est supérieur à 2 heures, en fait, que c'est considéré comme très élevé. Beaucoup trop de parents ne suivent pas ces recommandations pour de nombreuses raisons, parfois valables mais regrettables et parfois non valables. Or, le temps d'écran à 6 mois déjà est un facteur de risque de symptômes émotionnels, surtout chez les filles, et risque de facteur d'hyperactivité, surtout chez les garçons, à l'âge de 4 ans. Quand on dit une étude longitudinale, c'est parce que les chercheurs ont observé ce qui se passait chez des enfants de 6 mois, et après on a attendu qu'ils grandissent, ce qui se passait à 2 ans et demi, et ce qui se passait à 4 ans. C'est-à-dire ce sont les mêmes enfants que l'on a suivis de 6 mois à 4 ans. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce qu'on voit vraiment des facteurs de risque, de cause à effet. Le temps d'écran à l'âge de 2 ans et demi est un facteur de risque d'hyperactivité à l'âge de 4 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de troubles d'hyperactivité, troubles de l'attention, troubles de l'hyperactivité. Ça a explosé chez les enfants. Ça, c'est pour les filles et les garçons. Un temps d'écran à l'âge de 4 ans est un facteur de risque de difficulté totale pour les filles et les garçons. Un risque de problème de conduite pour les filles et les garçons. Et un risque de problème avec les pairs, c'est-à-dire avec les autres enfants autour de lui, autour de là, d'hyperactivité et moins de comportements prosociaux, surtout chez les garçons. Prosociaux, c'est être bienveillant, c'est être à l'écoute, c'est être gentil avec les autres. Voilà. Donc moins de comportements prosociaux, c'est plus de comportements effectivement agressifs, antisociaux dans les relations interpersonnelles. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de très important parce que ce temps d'écran supérieur à 2 heures par jour à l'âge de 2 ans et demi, je trouve que c'est déjà énorme, mais c'est encore pire quand on met nos enfants devant des écrans pour être tranquille, pour avoir un moment calme, pour pouvoir travailler soi-même. Enfin bon, moi je ne juge jamais les parents parce que toutes les raisons sont en général bonnes à leurs yeux, mais il faut vraiment faire attention à ça parce que l'idéal c'est quand même aussi d'être à côté de son enfant, de parler des émotions qui l'animent quand il regarde ce qu'il est en train de regarder, de voir si tout à coup il n'y a pas eu une publicité entre 2 épisodes très violente qui n'est pas adéquate à l'âge de l'enfant. Vous voyez, tout ça c'est très très important en fait de regarder les écrans avec eux si vous avez vraiment envie de les stimuler avec des écrans, mais pas de considérer comme ça comme une babysitter, hein, parce que c'est le problème aujourd'hui où on vend tous ces enfants au restaurant, partout dans les bus, dans leurs poussettes avec des téléphones ou avec des tablettes pour qu'ils soient tranquilles. Donc ça c'est dramatique. Alors, il y a eu des questions aussi, quelques questions sur les hauts potentiels ou les troubles de l'apprentissage. Donc là, j'ai fait juste une revue de la littérature hein, pour vous comprendre que oui, vous avez raison. Il y a des troubles du sommeil, effectivement, chez les hauts potentiels. Mais finalement, quand on voit tout ce qui se passe en fait dans la population normale, ça va se régler comme dès l'instant qu'on va s'intéresser aux troubles du sommeil avec les agendas de sommeil aussi, quoi. Donc une étude par exemple de 2020, entre 5 et 15 ans, montre que le sommeil paradoxal est très élevé chez les enfants au potentiel intellectuel. Hein, bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'images mentales, beaucoup de raisonnement, donc c'est normal, ça se passe pendant le sommeil paradoxal, donc c'est bien, on le voit sur la somnipolographie, quoi. Des troubles du sommeil plus fréquents comparativement aux autres, hein, 52% versus 12%, mais c'est aussi peut-être parce que on sait pas comment diminuer leur anxiété, ils sont très anxieux les HPI, voilà. Donc c'est déjà une association forte entre insomnie et anxiété, vous voyez. Donc si on traite l'anxiété, on va pouvoir peut-être traiter aussi les troubles du sommeil, parce que les insomnies sont très sévères, vous voyez, par rapport aux autres enfants. Voilà. Mais ça se discute aussi en consultation. En 2010, c'était une étude sur des enfants âgés de 7 à 11 ans. Là aussi, difficulté d'endormissement, réveil nocturne et cauchemars. Beaucoup plus fréquent chez ces enfants-là, 84% versus 23%, donc c'est quand même vraiment très important, quoi. Et là encore, ce qui ressort, c'est une association entre ces difficultés d'endormissement ou d'insomnie et une anxiété chez les HPI. Jacqueline Louis, donc qui est collaborateur, elle en 2003 avait aussi considéré les enfants précoces, on ne parlait pas d'eau potentiel à l'époque, âgés de 8 à 11 ans, et là, plus souvent des cauchemars aussi, des troubles du sommeil les plus fréquents chez les enfants, avec des difficultés d'endormissement, les éveils la nuit. Donc quel que soit le diagnostic, moi quand j'en vois des enfants comme ça, ou des adolescents comme dits diagnostiqués justement HPI, eh bien il faut faire une consultation sommeil, au-delà même du diagnostic, d'accord, voilà. Parce que si on
si on fait comprendre l'organisation du sommeil, la façon dont ça fonctionne, l'importance du sommeil effectivement à la fois chez les enfants, enfin, l'importance du sommeil aux enfants eux-mêmes ou aux parents, eh bien, on va quand même finir par être convaincu et convaincant qu'il faut qu'ils dorment, donc en diminuant les anxiétés, en trouvant des moyens effectivement de diminuer cette anxiété, vous voyez. Donc, on va pouvoir traiter en tout cas un certain nombre de troubles du sommeil. Et là, c'est pareil pour les TDA, là, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Hein. Le H, c'est hyperactivité. Vous avez des TDA, une dernière étude de 2023, donc très récente, des TDAH donc de 6 à 11 ans, diagnostiqués donc avec des plaintes donc de ronflement, d'insomnie, de fatigue, de sommeil, etc. Une latence moyenne d'endormissement de 26 minutes. Donc ça crée vraiment des troubles du sommeil. Un temps de sommeil total de 9 heures en moyenne. Ok. Eh bien, il faut traiter là aussi les troubles du sommeil, comme pour tout autre enfant. On va s'intéresser d'abord à l'hygiène du sommeil, au rythme dans le jour-nuit, à l'hyperstimulation de ces enfants, HPI tout à l'heure, ou là, aujourd'hui, à des symptômes d'hyperactivité dans la journée, certes, qui sont associés au TDAH, mais c'est pas pareil que d'avoir de l'hyperactivité dans la journée et de bien dormir, et d'être hyperactif et d'avoir des troubles du sommeil. Vous voyez, on peut avoir un bon sommeil associé le sommeil est associé aux performances et au développement cognitif. Un bon sommeil réduit les symptômes du TDAH dans la journée, à l'école ou en famille. Parce qu'en effet, donc, des TDAH peuvent être associés non pas au sommeil, mais à l'éveil. D'accord ? Et dans ce cas, le sommeil nocturne est vraiment récupérateur pour l'enfant. Il faut arrêter de dire il a besoin de bouger, il est comme ça, il est impulsif, il n'arrive pas à s'endormir. On va traiter vraiment le sommeil et lui faire comprendre qu'il a besoin de dormir pour être moins agité en journée aussi. Stéphanie Biula, qui est une psychiatre donc associée à mon laboratoire, qui travaille à l'hôpital de Grenoble, eh bien nous dit effectivement que le sommeil est fortement associé à un trouble respiratoire obstructif. D'accord ? Eh bien ça entraîne un sommeil fragmenté, non réparateur, ainsi que des altérations du rythme de la sécrétion de mélatonine, cette fameuse molécule en fait qui est associée au rythme circadien. Donc que ce soit la cause du TDA avec ou sans hyperactivité ou la conséquence, il faut traiter les troubles du sommeil parce que les symptômes du TDA diminuent lors d'une prise en charge efficace de ce trouble respiratoire obstructif, d'accord ? Ou quand on s'intéresse au rythme circadien justement de ce qui se passe dans la journée. Voilà, donc consultation sommeil importante. En crèche maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de relais parentalité là qui écoutent ce séminaire. Eh bien, il y a des études qui ont montré ce qui se passe en crèche selon justement si on est avec des espaces de sommeil pour le sommeil ou pas, quoi. Donc les données basées, alors j'aime pas du tout être en séminaire parce que vous voyez sur la diapositive en fait en visio, vous voyez sur la diapositive toutes les informations en même temps, mais voilà, on va commencer par ça. Les données basées sur les résultats de cette étude sont basées sur un certain nombre de critères. Le petit dormeur, c'est celui qui dort moins de 2 heures, hein, je parle en journée, en crèche ou en centre de loisirs. Le dormeur moyen dort entre 2 heures et 2h50. Le bon dormeur dort entre 2h50 et 3h40, c'est très précis. Le gros dormeur dort plus de 3h40. D'accord. Ça, c'est des données de l'étude basées sur ces critères-là. Ça peut d'ailleurs être aussi chez papy, mamie, enfin ailleurs, hein, ou à la maison. Eh bien, sur le graphique, on voit les temps moyens de sommeil en minutes par âge, de 4 mois à 18 mois, et selon l'espace, effectivement, de sommeil proposé en crèche. Vous avez la ligne grise, là, qui est un lieu de vie, d'accord, voilà, et la noire, donc, un dortoir. On s'aperçoit qu'entre 6 et 14 mois, il y a une grosse différence, donc significative, hein, observée avec un temps moyen de sommeil supérieur pour les enfants couchés dans le dortoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment la courbe qui est ici, là, vous voyez, on voit un temps de sommeil très important jusqu'à, voilà, 14 mois, 16 mois. Et à 16 mois, à partir de 15 mois, d'ailleurs, nous dit l'auteur, il n'y a plus de différence entre les deux espaces de sommeil. C'est quand même intéressant à savoir quand on a des lieux qui ne permettent pas d'avoir toujours des dortoirs. Alors que faire? Alors, quand je parle de pistes, justement, c'est pour revenir sur le fait qu'il n'y a pas de recette toute faite, d'accord? Que faire par rapport à la situation rencontrée?
Vous allez voir, là, j'ai fait des diapositives très denses, parce que justement, c'est un diaporama que vous pouvez revoir, relire, obtenir, justement, sur le site de la communauté des communes. Et ça peut tellement changer au fil des mois que vous pouvez le retrouver au fur et à mesure des problèmes qui s'offrent à vous, des difficultés chez votre enfant, dans certaines périodes, d'accord? Voilà. Parce que si même un enfant dort bien, il y a des périodes où effectivement, tout à coup, il peut se mettre à mal dormir, ou inversement, comprendre tout ce qui peut se passer. Donc, en crèche, pour rester sur la crèche, un enfant qui dort bien, c'est évidemment un enfant qui joue bien et qui passe une bonne journée, ça tout le monde le reconnaît. Le sommeil appelle le sommeil. Ça c'est sûr, mais par contre il faut faire attention quand même aux durées et à leur emplacement dans la journée. C'est pas parce qu'on dit qu'un enfant qui dort bien va aussi être calme et bien dormir la nuit. Ce n'est pas vrai si les siestes durent trop longtemps et si elles sont mal placées. Voilà. Donc un enfant bien actif, mais qui se calme à l'approche de la sieste, s'endormira plus facilement aussi. Il faut les préparer au sommeil, il faut regarder ce qui se passe, les critères, hein, enfin de regarder un petit peu un enfant qui va commencer à s'agiter, à se frotter les yeux, à bâiller beaucoup, enfin voilà. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe pour savoir à quel moment on va les faire dormir. Un enfant qui hurle en entendant le dortoir, ben, il faut le sécuriser. Il faut faire attention à l'obscurité totale qui peut faire peur chez un enfant qui a été habitué justement à avoir de la lumière dans sa chambre. Sécuriser un enfant qui a été habitué au gododo, et là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'assistantes maternelles ou de personnel de crèche qui me le disent, mais on va pas changer les habitudes des parents non plus, en plus surtout quand c'est préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut effectivement apprendre et aux parents et à l'enfant, discuter avec lui, de dire ben non, là tu vas dormir dans un dortoir, regarde tout ce qui se passe autour, mais pas le poser comme ça de façon trop rapide. On peut, en plus, comme on a vu tout à l'heure, on peut aussi le poser dans un premier temps dans la salle de vie, vous allez dans son baby relax, dans une poussette, dans un coin calme pour l'apaiser, et peu à peu le ramener dans le dortoir. Mais en lui expliquant les choses avant, parce que si vous endormez un gamin dans un endroit, ça c'est comme à la maison, hein. Si vous l'endormez dans une poussette, dans une chambre, dans le salon, dans un endroit, et que vous le ramenez dans le dortoir après, ben, il va peut-être hurler au bout de ces 45-50 minutes, là, au lieu d'enchaîner 2 cycles de sommeil, quoi. Parce qu'il va pas comprendre pourquoi tout à coup il est plus dans l'endroit où on l'a endormi la première fois, quoi. Un enfant qui hurle dans son sommeil, en journée, c'est plus souvent, en fait, qu'une terreur nocturne, c'est plus souvent un éveil confusionnel. Parce que c'est très très proche de l'endormissement. Et vraiment, l'enfant est quasiment en train encore de dormir. C'est très proche de la terreur nocturne quand même, mais en journée, on va s'apercevoir effectivement que c'est un éveil confusionnel. Il faut mettre sa main sur son thorax, il faut vraiment lui parler doucement, ne pas chercher à le prendre, à le bercer, à le stimuler, ne pas allumer bien sûr, parce qu'il n'est pas vraiment réveillé. Et là, il va se rendormir calmement, quoi. Et ça peut permettre d'enchaîner un deuxième cycle de sommeil dans ces fameux petits trains du sommeil de jour aussi. Malgré les impératifs de la collectivité, essayons de prendre en compte les besoins individuels de chacun quand même. Parce que tous les bébés ont des besoins différents, d'accord, là. Et ce qui est compliqué dans un environnement collectif, évidemment, c'est qu'ils peuvent aussi avoir un rythme différent, quoi. Selon l'heure à laquelle il s'est réveillé, ils vont avoir sommeil beaucoup plus tôt dans la matinée. D'autres qui se sont réveillés plus tard vont avoir sommeil beaucoup plus tard. C'est très compliqué, mais ça aussi, ça va se faire en co-éducation avec les familles, avec cette histoire d'agenda de sommeil. Et on va tous tâtonner pour comprendre quel est le meilleur rythme et meilleur besoin en sommeil de l'enfant. Même chez les tout petits, mettre des mots sur des signes de fatigue pour lui apprendre à connaître son besoin en sommeil, la nécessité d'aller se coucher afin de demander plus tard à l'adulte d'aller se coucher, ça c'est hyper important. Quand on a un enfant plus grand, quel que soit le milieu, si vous êtes en soirée, n'importe où, et qu'il vient vers vous en disant maman j'ai sommeil ou papa j'ai sommeil, ben là vous avez tout gagné, quoi. Là ça montre que vraiment le gamin a compris depuis la naissance, là, a compris qu'il a eu besoin de dormir. Et ça, c'est important de lui mettre des mots justement sur ces signes de fatigue. Donc, de répondre à cette attente quand on vous dit j'ai besoin d'aller dormir et pas dire non, c'est l'heure de manger, là, voilà. Ou attendre que tout le monde s'endorme avant de te mettre d'aller au lit. Enfin voilà. C'est vraiment important de répondre à cette attente, quelle que soit l'organisation de la sieste. Un espace de sommeil intégré dans l'espace de vie favorise alors grandement cet accompagnement individualisé au sommeil. Vous savez, c'est comme quand on met des matelas justement d'un centre de loisirs ou du périscolaire ou
dans les écoles maternelles ou en crèche justement, un endroit où l'enfant va pouvoir s'allonger calmement, même s'il y a du bruit autour, vous inquiétez pas, s'il a besoin de dormir, s'il sent des signes de fatigue, il va pouvoir s'apaiser et s'endormir peut-être dans cet espace-là. Donc quand on sait qu'au bout de 15 mois, il n'y a pas de différence entre le dortoir et le lieu de vie, laissons-les dormir peut-être ici, c'est pas le bruit alentour qui va le gêner. Par contre, si tout à coup il se met à se réveiller, on peut très bien lui dire, mais écoute, si tu es encore fatigué, tu peux aller dans le dortoir, ça sera plus calme pour toi. Voilà. Donc prendre l'habitude de s'occuper des mêmes bébés autant que faire se peut pour toutes les activités, ça c'est rassurant aussi et sécurisant pour un bébé, hein, voilà. Ça le rassure parce qu'il prend connaissance d'une personne référente, voilà, sur qui il peut compter. Et si ce n'est pas la personne qui l'a accompagné, ça c'est important aussi, on se rend pas compte, hein, si ce n'est pas la personne qui l'a accompagné à s'endormir, va toujours prévenir l'enfant de celle qui sera présente à son réveil, d'accord? Vous allez l'endormir ou pas, mais la personne qui l'endort va dire à ton réveil, ce sera effectivement une autre personne qui va s'occuper de toi, ce sera son prénom, vous pouvez donner bien sûr les prénoms, tous les enfants entendent bien et comprennent bien qui est qui dans une crèche, hein. Même des tout petits d'ailleurs. Hein. Des conseils, des pistes pour les parents. On sait, des études ont montré finalement que des interventions parentales trop fréquentes encouragent le bébé à se réveiller et à signaler ses éveils nocturnes. C'est pour ça que le cododo, le lit dans la chambre, évidemment, dès l'instant que vous allez entendre le moindre bruit, le moindre mouvement, le moindre retournement, enfin le moindre gémissement, eh bien, vous avez tendance à intervenir et ça devient des interventions trop fréquentes, qui encouragent le bébé à se réveiller à son tour dans la nuit. Lorsque l'enfant est très anxieux, pleure souvent, se réveille très fréquemment, mange peu, quel que soit l'endroit où il dort, alors il vaut mieux aller consulter et se faire aider. Parce que contrairement à ce que pensent les parents, quand on fait des consultations de sommeil, si on s'aperçoit que ça ne se passe qu'en famille, qu'avec vous, qu'avec la maman ou qu'avec le papa, eh bien peut-être que ça vous culpabilise ou ça vous déçoit, mais vous avez tort, parce que ça veut dire que c'est pas un vrai trouble du sommeil. Alors que quand ça se passe partout, chez papy, mamie, chez les amis, dans tel contexte, etc., là, on va s'intéresser vraiment à l'anxiété, à la relation peut-être anxieuse avec cet enfant, et il faut consulter pour se faire aider, d'accord ? Je reviens bien sûr sur les conseils sur les écrans, pas d'écran le matin, car il s'agit du moment où l'attention de l'enfant est la plus forte. Donc il est subjugué par cette télévision, par exemple, voilà. Mais ça suffit à endommager son système attentionnel quasiment. Alors, n'allez pas avoir une lésion cérébrale, hein, mais c'est surtout qu'il va continuer à y penser, il va continuer sa nuit, il va rester passif devant cet écran. Ça entraîne des problèmes bien sûr de langage aussi, mais ça entraîne un problème d'attention dans les activités qui sont appropriées à son âge du matin, d'accord, ou bien sûr quand il arrive à la crèche ou à l'école, quoi. Pas d'écran le soir avant de se coucher, cela interfère avec la qualité du sommeil, ça retarde l'entrée dans celui-ci, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc il faut vraiment arrêter l'usage des écrans facilement 1h30 avant d'aller au lit. Pas d'écran durant les repas, cela nuit aux échanges familiaux et bien sûr problème de communication énorme dans la famille. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant, cela mène à une surexposition et les parents n'ont plus du tout de contrôle sur ce que l'enfant voit ou fait face à l'écran. Et pourquoi on dit pas d'écran non plus aussi? Parce qu'il faut faire la différence entre l'heure du coucher et l'heure d'endormissement. Introduire un rituel du coucher, ne pas rester jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. On l'a vu tout à l'heure dans les diapositives conditionnement, d'accord, voilà. Et c'est important d'avoir cette heure de coucher, un rituel du coucher évidemment, mais de le distinguer toujours de l'heure d'endormissement. Il faut que l'enfant s'endorme tout seul. Donc il faut introduire un doudou. Il faut introduire un objet traditionnel. Il y a plein de parents qui me disent, de maman, mais non, mais il n'a pas de doudou, il n'a pas besoin de doudou. Ben oui, parce que très souvent, quand vous observez ce qui se passe, le doudou c'est vous, quoi. Vous êtes à côté de l'enfant, il va comme ça enrouler vos cheveux, il va tenir votre main, vous êtes allongé près de l'enfant, ou alors ça va être la tablette, ça va être toute autre chose en fait, mais il faut vraiment introduire cet objet qu'on appelle transitionnel en fait, parce que c'est la transition entre la présence du parent et l'absence, d'accord? Se séparer en toute sérénité, quoi. Et ça, c'est super quand on va en plus à la crèche, quand on va après à l'école, quand on va chez des amis, etc. Le doudou peut être conservé très longtemps, quoi.
S'endormir sereinement pour entrer dans un sommeil léger, ne pas s'endormir d'épuisement après des pleurs ou un éveil agité, même si c'est très difficile parfois d'arrêter un enfant de pleurer, essayons de le calmer, aller sur la terrasse, aller dehors, changer-lui les idées, montrer-lui quelque chose pour parler avec lui, voilà. Et vraiment d'arrêter ses pleurs, quitte à ce qu'il s'endorme plus tard, mais dans un sommeil plus serein. D'accord ? En tout cas, dans un premier temps, il faut toujours essayer d'associer un endormissement à quelque chose de plus serein, d'accord ? Régulariser les heures de lever le matin et les heures d'arrivée à la crèche pour remettre les pendules à l'heure en insistant sur les donneurs de temps comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des crèches effectivement qui se mettent un petit peu qui s'adaptent aux désirs des parents et c'est dommage parce que selon ce qui s'est passé dans la nuit, selon si vous travaillez ou pas, un coup vous allez l'emmener à 7 heures le matin, un coup ça va être 9-10 heures, un coup ça va être 11 heures, même pour ceux qui sont peut-être restaurateurs. Enfin bon, il y a trop de choses qui se passent dans cette irrégularité de l'heure de réveil. Et pour assurer tous les parents qui travaillent, je peux vous dire que dans toutes les consultations que l'on a faites pendant 10 ans, en fait, il y avait beaucoup plus de troubles du sommeil chez les parents qui ne travaillaient pas, ou c'est chez ceux qui avaient des heures irrégulières, justement, malheureusement, comme les infirmières par exemple, de l'hôpital où on travaillait, parce que ça devenait des heures irrégulières de lever le matin. Et quand on dort mal la nuit, on a tendance à décaler le sommeil sur le matin, et c'est ce qui décale les siestes, c'est ce qui décale après le sommeil du soir. C'est pour ça que l'heure de coucher est importante quand on voit ce qui se passe en journée, mais beaucoup moins importante en fait que le lever du matin. Question à poser, donc vraiment ça, posez-vous ces questions-là, ou tout professionnel de santé, posez-vous des questions sur l'usage des écrans chez les tout petits. Je vous laisserai le lire parce que par rapport à tous les résultats que l'on connaît des études scientifiques ou tirés du Haut Conseil de la santé publique, d'un groupe de travail auquel j'ai fait partie en 2019, vous verrez vraiment qu'il y a beaucoup de raisons d'interdire ces écrans, même jusqu'à 3 ans, l'idéal en fait. S'il n'est pas accompagné. Il y a une surconsommation donc par rapport aux recommandations. Donc on peut expliquer les effets d'une surconsommation, mais il faut aussi vraiment être convaincu des bénéfices de la limitation, d'accord, de cette surconsommation, enfin en tout cas de cet usage des écrans. Il faut pas tout interdire, il faut pas tout arrêter, il faut pas priver l'enfant du monde dans lequel il vit, dans ce monde numérique, mais bien de le former à l'utilisation des outils numériques, à la régularité, effectivement, ou apprendre à réguler l'usage de ces écrans dans la journée. Voilà, je vous ai mis toute une bibliographie parce que bien sûr je n'invente rien et c'est vraiment tiré à la fois de mon expérience à l'hôpital Lyon-Sud auprès du docteur Chalamel, d'ailleurs pendant des années avec nos recherches donc dans l'unité INSERM de Michel Jouvet et d'autres littératures bien sûr avec tout ce qui est publié autour du sommeil de l'enfant. Je vous ai mis aussi des liens très utiles, n'hésitez pas à aller les voir, parce que vous avez la Société française de recherche, l'Institut de sommeil et de la vigilance, le réseau Morphée, le site Sommeil Enfant, justement, où il y a des vidéos du docteur Chalamel aussi, qui permet de comprendre les agendas de sommeil, qui permet d'avoir des consultations en ligne, voilà. Le centre de sommeil de Grenoble, qui est très spécialisé dans les apnées du sommeil, mais qui peut faire des enregistrements de sommeil, voilà. Et ProSom, voilà. Allez voir un petit peu partout des documents qui peuvent vous être utiles par rapport à vos difficultés de sommeil que vous pouvez rencontrer. L'agenda de sommeil, n'hésitez pas à l'imprimer, à le faire pendant les vacances, en dehors des vacances, voilà, mais en coéducation avec des autres personnes qui travaillent, qui s'occupent de votre enfant. Je sais que dans les crèches, bien sûr, on met sur un petit cahier de liaison, mais c'est encore mieux d'essayer, alors ça peut peut-être prendre du temps, j'en sais rien, mais d'essayer de le visualiser sur un agenda de sommeil et de marquer toutes les observations là qui sont importantes pour donner du sens. Parce que si vous voyez un professionnel de santé, vous pouvez d'ailleurs m'envoyer des agendas de sommeil si vous voulez. Hein. Je répondrai peut-être pas dans les 24 heures, mais je peux peut-être essayer de regarder quand même. C'est important de comprendre comment ça fonctionne sur 10 jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce diaporama donc est à disposition sur le site de la communauté des communes du Grésivaudan et vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Mais la vie n'est faite que de rêves, alors allez vite vous coucher parce que justement si on a besoin de rêver et si on a encore du temps pour rêver, c'est parce qu'on s'est couché assez tôt pour avoir tout le temps de sommeil total dont on a tous besoin. Merci beaucoup.